Bonjour, cette vidéo va être consacrée à l'étude des diagrammes de séquence dans le langage UML. Je vais commencer par faire un petit rappel sur les différents documents UML que nous avons étudiés jusqu'à présent. Tout part du discours de l'utilisateur, à partir duquel on établit le diagramme des cas d'utilisation. Un cas d'utilisation correspond à une fonctionnalité de la future application. Chaque cas d'utilisation donne lieu à l'établissement d'une maquette et d'une fiche de scénario. Il est important que ces deux éléments soient cohérents entre eux. On trouve ensuite le diagramme de classe d'objet métier. Ce diagramme de classe est établi à partir du discours de l'utilisateur, mais il peut aussi se baser sur les maquettes de l'interface homme-machine qui montrent les informations qui vont être manipulées et qui donc sont forcément incluses à l'intérieur du diagramme de classe. Les deux documents que nous allons étudier dans cette vidéo se trouvent ici. Le diagramme de séquence système qui va s'appuyer sur les fiches de scénario et le diagramme de séquence qui s'appuie sur le diagramme de séquence système mais aussi sur le diagramme de classe. Le scénario nominal de la fiche de scénario décrivait les interactions entre l'acteur principal et le système. Les étapes sont numérotées, chaque étape décrit une action réalisée soit par l'acteur soit par le système. Vous avez un exemple où un responsable de maintenance souhaitait une application qui lui permette de gérer toutes les demandes qui lui parviennent. À l'étape 1, le système affiche toutes les demandes qui sont à l'état à traiter. À l'étape 2, le responsable de la maintenance choisit une demande dans la liste. À l'étape 3, le système d'information affiche la demande sélectionnée de manière détaillée. Et à l'étape 4, le responsable accorde la demande. Dans la dernière étape, le système passe l'état qui était à traiter à accorder pour indiquer que le responsable de la maintenance a validé cette demande et il envoie un message de confirmation. Le diagramme de séquence système et le diagramme de séquence font partie des diagrammes d'interaction qu'on trouve en UML. Chaque diagramme d'interaction va présenter la façon dont vont collaborer les objets de classes différentes lors de l'exécution d'un scénario. Par conséquent, sur un diagramme de séquence système, on va retrouver un acteur, le système qui est vu par une boîte noire. Pour l'instant, on ne se préoccupe pas de la façon dont le traitement va être réalisé. Et on trouve les messages qui sont échangés entre l'acteur et le système. Ça rappelle fortement ce qu'on a vu au niveau du scénario nominal sur la fiche de scénario. Alors, vous avez ici l'illustration avec l'acteur qui est le responsable de la maintenance, là au bout le système, et on retrouve les différents messages qui sont échangés entre ces deux composants. Alors, l'affichage des demandes à traiter est fait par le système à destination du responsable de la maintenance, d'où la flèche dans ce sens-là. Le responsable de la maintenance va désigner une demande dans la liste, il envoie ce message-là au système. En retour, et comme c'est un retour, la flèche est présentée en pointillé. En retour, le système affiche le détail de la demande qui a été sélectionnée. Le responsable de la maintenance décide d'accorder la demande, il l'indique au système. En retour, le système envoie un message de confirmation de l'accord. Chaque cas d'utilisation a donc donné lieu à une maquette, une fiche de scénario et un diagramme de séquence système. La cohérence entre ces trois documents est indispensable. On va maintenant parler du diagramme de séquence. C'est un document qui est plus complexe que le précédent, car cette fois, on va remplacer le système par plusieurs objets qui vont devoir collaborer entre eux.
Ces objets sont forcément des instances de l'une des trois classes suivantes, la classe dialogue, la classe contrôle ou la classe entité. Les objets de classe dialogue ou IHM constituent l'interface que l'utilisateur va utiliser pour réaliser le traitement. Un objet de classe contrôle va nous permettre de décrire l'organisation du traitement. Ça sera un bloc de code qui permet de faire un certain nombre d'actions. Enfin, les objets de classe entité sont des objets de classe entité métier que l'on a trouvés sur le diagramme de classe. Pour établir un diagramme de séquence, il y a 4 règles à respecter. Un acteur interagit obligatoirement avec des objets de classe dialogue. Il ne peut interagir avec l'application qu'en passant par l'IHM. Il n'y a pas d'autre façon pour l'acteur d'interagir avec le système. Un dialogue est en relation avec un acteur pour afficher des messages retour, mais aussi avec des contrôles, puisque depuis l'IHM, on va pouvoir déclencher des traitements. Donc un bouton va permettre de déclencher un bloc de code. Et de rares fois aussi avec d'autres dialogues, puisque dans un écran, on peut éventuellement avoir l'affichage d'une frame supplémentaire ou d'un autre élément d'interface. Un contrôle interagit avec des dialogues, avec des entités et avec d'autres dialogues. Enfin, les entités interagissent entre elles. Depuis une classe métier, on peut appeler des méthodes qui sont dans une autre classe métier. Et elles interagissent avec des contrôles puisqu'elles vont envoyer des messages retour aux appels de méthodes qui auront été faits à l'intérieur d'un contrôle. Sur un diagramme de séquence, il est important de mettre une flèche pour qu'on voit la source et la destination du message. Les deux messages les plus couramment utilisés sur un diagramme de séquence sont des messages d'envoi, symbolisés par une flèche pleine, et des messages de retour, symbolisés par une flèche en pointillé. Comme toujours, la flèche est importante pour qu'on sache d'où part le message et quelle est sa destination. Parmi les messages que l'on peut trouver sur un diagramme de séquence, il y a 2 messages particuliers. Le premier, c'est un message de création. Ce message va modéliser la création d'un objet au cours du traitement. Donc l'objet n'existe pas tout en haut, mais il va apparaître à partir du moment où ce message sera appelé. Deuxième message, un message de type destruction. On est amené au cours d'un traitement à détruire une instance d'objet. Eh bien, à partir du moment où l'objet est détruit, sa ligne de vie s'interrompt et évidemment, un objet qui a été détruit ne peut pas envoyer de retour puisqu'il n'existe plus. Alors, vous avez ici une petite illustration très simple pour montrer comment on passe du diagramme de séquence, ce système au diagramme de séquence. Sur ce premier schéma, ici, on a l'acteur, on a le système, et puis on voit les actions et les retours qui sont échangés. Et bien maintenant, au niveau du diagramme de séquence, on a toujours notre acteur, mais la première action arrive forcément sur un objet de type dialogue, une interface. Le dialogue va permettre d'activer des contrôles. Les contrôles vont manipuler des objets de classe entité. Et puis ensuite, on a des retours qui sont effectués jusqu'à destination de l'acteur. Vous avez ici le formalisme général, avec l'acteur qui envoie un premier message à un objet de type dialogue. Depuis ce dialogue-là, grâce à certains boutons, on va pouvoir envoyer des messages et déclencher des contrôles.
Le contrôle va pouvoir aller consulter des éléments présents dans une entité qui renvoie la réponse. Ici, on consulte une autre entité avec un retour. Le contrôle peut être amené à créer une nouvelle entité. Donc vous voyez, cette occurrence d'entité n'existait pas au démarrage du traitement. Elle est créée à partir du moment où on a un message de type create. Et éventuellement, cette entité, une fois qu'elle est créée, elle pourrait faire un retour. Et puis on a aussi les messages de type destroy. Vous voyez qu'ici, ça arrive à l'objet qui était là. La ligne de vie de l'objet s'interrompt, donc on a la petite croix ici qui indique que l'objet est détruit. Et donc un objet qui est détruit ne peut surtout pas émettre de retour à destination du contrôle, par exemple. Le contrôle ici envoie un retour et puis le retour arrive ici au niveau de l'acteur. Alors, les messages d'envoi sont présentés par une flèche pleine et ont forcément un intitulé qui figure sur le document. Certains auteurs, quand il y a des retours, considèrent que le retour est implicite et ne mettent pas forcément de nom sur les flèches pointillées en retour. Pour moi, ça dépend des cas. Il y a des fois, je vais trouver qu'il est nécessaire de spécifier quel est le retour et des fois que ça ne l'est pas. Donc après, c'est selon le contexte. Bien, je vous ai présenté de manière rapide ces deux documents. Maintenant, il va falloir mettre tout ça en pratique et donc à vous de jouer.